Dans les profondeurs de l'Alcazar royal de Madrid, un cri d'agonie résonne à travers les couloirs de marbre, au milieu de la nuit. Ce n'est pas un cri de guerre ou de passion, mais la plainte torturée d'une âme emprisonnée dans un corps défaillant. Charles II d'Espagne, dernier monarque de la dynastie espagnole des Habsbourg, subit une nouvelle de ces crises convulsives. Sa mâchoire déformée rend la parole claire impossible. Sa langue anormalement grosse empêche toute alimentation convenable, et ses jambes, faibles, peinent à soutenir son corps de 35 ans, qui ressemble à celui d'un vieillard décrépit. Mais la véritable tragédie ne réside pas seulement dans la souffrance physique du roi. C'est le fait que toute cette malédiction génétique, toute cette dégénérescence royale, fut soigneusement cultivée et perpétuée par une femme qui prétendait l'aimer par-dessus tout, sa propre mère, Marie-Anne d'Autriche. Voici l'histoire sombre de la façon dont une reine régente, mue par une obsession maternelle et une ambition politique, créa consciemment le roi le plus maudit de l'histoire européenne à travers des décisions qui transformèrent l'Empire espagnol en une dynastie vouée à l'échec. Marie-Anne d'Autriche naquit le 22 décembre de l'année 1634, au cœur du Saint-Empire romain germanique. Elle n'était pas une princesse ordinaire. Elle était le produit de la politique matrimoniale la plus calculatrice et endogame d'Europe. Fille de l'empereur Ferdinand III et de Marie-Anne d'Espagne, Marie-Anne portait dans ses veines le sang concentré de deux des familles royales les plus puissantes et les plus consanguines du continent, les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne. Dès le berceau, Marie-Anne fut élevée avec un seul objectif, renforcer encore davantage les liens entre les deux branches de la famille Habsbourg par un mariage qui consoliderait le pouvoir dynastique. Ce que personne ne prit la peine de considérer furent les conséquences génétiques dévastatrices de plus de 2 siècles de mariage entre cousins, oncles et nièces, frères et demi-sœurs qui avaient transformer l'arbre généalogique des Habsbourg en un cercle vicieux de dégénérescence héréditaire. L'éducation de Marie-Anne fut méticuleusement planifiée pour faire d'elle l'épouse parfaite de son futur mari, Philippe IV d'Espagne, qui était simultanément son cousin au second degré du côté paternel et son demi-frère du côté maternel. Cette toile de relations familiales, si complexe et perturbante que même les contemporains de l'époque avaient du mal à la comprendre, était perçue par les Habsbourg non comme un problème, mais comme un avantage stratégique qui maintiendrait le pouvoir dynastique concentré. En l'année 1649, lorsque Marie-Anne n'eut que 15 ans accomplis, elle fut livrée comme une marchandise politique pour sceller une alliance que personne ne questionna quant à sa santé ou sa durabilité. Le mariage avec Philippe IV, qui avait alors 44 ans, et montrait déjà clairement des signes de la dégénérescence Habsbourg dans sa propre constitution physique, fut célébré avec un faste qui cachait une réalité génétique terrifiante. Philippe IV avait déjà eu de multiples enfants avec sa première épouse, Isabelle de Bourbon, mais seule une fille avait survécu, l'infante Marie-Thérèse. Plus troublante encore, il avait eu des dizaines d'enfants illégitimes avec diverses maîtresses, et beaucoup d'entre eux montraient également des signes de déficience physique et mentale qui commençaient à former un schéma alarmant. Mais la cour espagnole, aveuglée par la tradition et la superstition, attribuait ces problèmes à la volonté divine, plutôt que de reconnaître la réalité scientifique de la consanguinité. Marie-Anne arriva en Espagne comme une jeune fille de 15 ans, physiquement développée mais émotionnellement immature, pour assumer le rôle de reine d'un empire qui montrait déjà des signes de déclin terminal. L'empire espagnol, qui un siècle auparavant dominait la moitié du monde, était constamment vaincu dans les guerres, souffrait de rébellions internes et faisait face à une crise économique qui semblait impossible à résoudre. Mais au lieu de se concentrer sur les problèmes de l'empire, Marie-Anne fut immédiatement absorbée par une obsession qui deviendrait la force dominante de sa vie.
produire un héritier mâle parfait qui restaurerait la gloire des Habsbourg. Cette obsession était alimentée non seulement par la pression politique, mais par une croyance sincère et naïve qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre corriger les problèmes génétiques de sa lignée par la force de la volonté maternelle et de la dévotion religieuse. Les premières années du mariage de Marie-Anne furent marquées par une série de tragédies reproductives qui auraient promis dû servir d'avertissement sur ce qui allait suivre. Sa première fille, née en l'année 1650, mourut avant d'atteindre sa première année. Sa seconde fille, Marie-Marguerite, née en l'année 1651, souffrait de déficiences physiques si sévères qu'elle pouvait à peine marcher ou parler de manière cohérente. Au lieu de voir ces échecs comme des signes que quelque chose était fondamentalement défaillant dans la génétique de sa famille, Marie-Anne les interpréta comme des épreuves divines de sa foi et de sa détermination. Elle intensifia ses prières, augmenta ses pénitences religieuses et devint encore plus déterminée à produire l'héritier parfait qu'elle croyait que Dieu lui accorderait finalement. Le 6 novembre de l'année 1661, Marie-Anne donna enfin naissance au tant attendu héritier mâle, Charles-Joseph, qui deviendrait plus tard Charles II d'Espagne. La naissance fut initialement célébrée comme un miracle divin, une réponse aux prières persistantes de la reine. Mais dès les premiers jours de vie du prince, des signes inquiétants commencèrent à apparaître qui auraient presque dû alarmer tout observateur attentif. Charles naquit avec un crâne anormalement grand, une mâchoire projetée de façon grotesque et une langue si gonflée qu'elle gênait sa respiration. Ses jambes étaient d'une faibles et mal formées, et il montrait des signes de développement moteur sévèrement retardés. Les médecins de la cour, terrifiés d'exprimer le moindre pessimisme concernant l'héritier royal, murmuraient en privé au sujet de « signes préoccupants », mais proclamaient publiquement que le prince était béni de caractéristiques royales distinctives. Marie-Anne, cependant, refusa d'accepter qu'il y eût quoi que ce soit d'anormal chez son fils. Dans son esprit, Charles n'était pas défectueux, il était spécial, choisi par Dieu, pour une grandeur que les autres ne pouvaient simplement pas comprendre. Ce déni maternel, combiné à sa paranoïa grandissante concernant les influences extérieures, contaminant son fils parfait, commença à façonner une série de décisions qui ne feraient qu'empirer l'état de Charles. La première et la plus destructrice de ces décisions fut l'isolement presque complet de Charles du monde extérieur. Marie-Anne entoura le prince d'un petit groupe de serviteurs et de précepteurs soigneusement sélectionnés, la plupart étant des parents proches de la famille Habsbourg ou des personnes qui avaient été endoctrinées pour voir les déformations de Charles comme des marques de distinction divine plutôt que comme des signes de maladie génétique. Cet isolement n'était pas seulement social, il était aussi intellectuel et physique. Charles fut maintenu dans des appartements spécialement adaptés de l'Alcazar royal, où chaque aspect de sa vie quotidienne était méticuleusement contrôlé par Marie-Anne. Elle supervisait personnellement son alimentation, qui devait être adaptée à ses difficultés de mastication et de déglutition. Elle choisissait ses vêtements, qui étaient conçus pour dissimuler ses déformations physiques. Et plus importante encore, elle contrôlait rigoureusement qui pouvait le voir et dans quelles circonstances. En l'année 1665, quand Charles n'avait que 4 ans, son père Philippe IV mourut subitement, laissant l'Espagne entre les mains d'une reine régente obsédée et d'un héritier manifestement inapte à gouverner. La mort de Philippe aurait dû forcer une évaluation réaliste de la situation dynastique, mais au contraire, Marie-Anne l'interpréta comme une confirmation supplémentaire que Charles était destiné à quelque chose d'exceptionnel. En tant que régente, Marie-Anne assuma le contrôle total non seulement de l'éducation et des soins de Charles, mais de tout l'empire espagnol. Et ce fut à ce moment que ses obsessions maternelles commencèrent à se traduire en politique d'État qui causerait des dommages durables
tant au royaume qu'à Charles lui-même. La première de ces politiques fut la perpétuation systématique de l'endogamie royale par la planification minutieuse du futur mariage de Charles. Au lieu de chercher une épouse d'une famille génétiquement éloignée qui aurait pu potentiellement diluer les problèmes héréditaires des Habsbourg, Anne commença immédiatement à négocier des alliances matrimoniales qui ne feraient moins qu'approfondir la consanguinité de la dynastie. Son choix préféré pour la future épouse de Charles était Marie-Louise d'Orléans, fille du frère de Louis XIV de France, bien que ce choix pût paraître politiquement sage, car il consoliderait la paix entre la France et l'Espagne, il était aussi génétiquement problématique. Marie-Louise descendait de diverses lignées des royales européennes qui s'étaient déjà entrecroisées avec les Habsbourg dans les générations précédentes. Plus troublante encore, Marie-Anne planifiait déjà un second mariage pour Charles, au cas où le premier ne produirait pas d'héritier, et son second choix était Marie-Anne de Neubourg, qui était une autre parente proche de la famille Habsbourg. Cette obsession de maintenir le sang royal pur condamnait non seulement Charles, mais toute la dynastie espagnole à un avenir de déclin génétique inévitable. Pendant ce temps, Charles grandissait isolé du monde réel, devenant de plus en plus dépendant de sa mère pour interpréter la réalité qui l'entourait. Anne créa autour de lui une bulle artificielle où ses handicaps étaient présentés comme des vertus, où son incapacité à fonctionner normalement était expliquée comme une sensibilité particulière, et où toute critique ou inquiétude était immédiatement écartée comme de la trahison ou de l'envie. Le résultat fut un jeune prince qui non seulement souffrait de handicaps physiques sévères, mais qui développa aussi une personnalité profondément perturbée. Charles devint paranoïaque, dépendant et incapable de former des relations normales avec quiconque d'autre que sa mère. Il ne pouvait prendre de décisions indépendantes, ne pouvait comprendre les concepts politiques de base et montrait des signes d'instabilité mentale qui deviendraient en nombre plus prononcés avec l'âge. L'éducation formelle de Charles fut une farce soigneusement orchestrée. Marie-Anne sélectionna des précepteurs qui étaient instruits de ne jamais contredire le prince, de ne jamais le corriger et de ne jamais présenter d'informations qui pourraient le perturber. Le résultat fut que Charles atteignit l'âge adulte fonctionnellement analphabète, incapable de comprendre les mathématiques de base et complètement ignorant de la géographie, de l'histoire et de la politique de l'empire même qu'il était destiné à gouverner. Plus tragiquement encore, cette éducation protégée empêcha aussi Charles de comprendre sa propre condition. Il ne fut jamais informé de la nature de ses handicaps, jamais préparé à faire face à ses limitations et jamais encouragé à développer des stratégies compensatoires qui auraient pu améliorer sa qualité de vie. Durant la régence de Anne, qui dura de l'année 1665 jusqu'à l'année 1675, l'Empire espagnol continua son déclin inexorable. Les guerres s'y furent perdues, les territoires furent cédés, et l'économie entra dans une spirale descendante qui semblait impossible à arrêter. Mais Marie-Anne était si obsédée par la protection et le contrôle de Charles qu'elle consacrait peu d'attention aux problèmes réels de l'Empire. Quand on l'interrogeait sur les défaites militaires ou les difficultés économiques, Marie-Anne répondait fréquemment que tout se résoudrait automatiquement quand Charles assumerait le règne complet et révélerait sa grandeur destinée. Cette croyance illusoire en une rédemption future par Charles devint une excuse commode pour reporter les décisions difficiles et ignorer les problèmes croissants. En l'année 1675, quand Charles eut 14 ans accomplis, il fut officiellement déclaré majeur et assuma théoriquement le gouvernement direct de l'Espagne. Mais en pratique, Anne continua à contrôler chaque aspect de sa vie et des décisions d'État. Charles, qui avait été élevé pour être complètement dépendant de sa mère, ne montra aucun intérêt ni capacité à gouverner indépendamment. Le mariage de Charles avec Marie-Louise d'Orléans,
en l'année 1679, fut l'aboutissement des plans matrimoniaux de Marie-Anne, mais se révéla aussi être un désastre personnel et politique. Marie-Louise, une jeune femme vive et intelligente, fut horrifiée par l'état physique et mental de son mari. Elle réalisa rapidement que Charles était incapable non seulement de consommer le mariage de façon normale, mais aussi d'entretenir tout type de relation adulte mature. Les lettres privées de Marie-Louise, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, peignent un portrait dévastateur de Charles comme un homme-enfant qui alternait entre des épisodes de colère infantile et de dépression profonde. Elle décrivit comment il était incapable de se laver seul, comment il avait des cauchemars constants, et comment il réagissait fréquemment aux situations stressantes en ayant des convulsions ou des crises de panique. Plus troublante encore, Marie-Louise documenta aussi comment Marie-Anne continuait à interférer obsessionnellement dans le mariage, surveillant constamment les interactions entre les époux et interprétant toute tentative de Marie-Louise de développer une indépendance ou une influence comme une menace à sa propre autorité maternelle. L'incapacité de Charles à produire des héritiers devint une obsession nationale qui consuma la cour espagnole durant toute la décennie des années 1680. Marie-Anne, refusant d'accepter que les problèmes reproductifs de Charles étaient le résultat de sa condition génétique, blâma Marie-Louise, les médecins, les influences surnaturelles et même les conspirations politiques étrangères. Ce refus d'accepter la réalité mena à une série de maltraitements de plus en plus bizarres et humiliants pour Charles. Il fut soumis à des exorcismes réguliers car Marie-Anne croyait que ses handicaps étaient le résultat de sorcellerie. Il fut forcé de consommer diverses potions et médicaments qui le rendaient fréquemment encore plus malade. Et il fut soumis à des rituels religieux constants qui étaient supposés guérir sa condition par intervention divine. La mort de Marie-Louise en l'année 1689 fut initialement vue par Marie-Anne comme une opportunité pour un nouveau départ. Elle commença immédiatement à arranger un second mariage pour Charles, cette fois avec Marie-Anne de Neubourg, espérant qu'une nouvelle épouse pourrait d'une manière ou d'une autre produire les héritiers que la première n'avait pas réussi à concevoir. Mais le second mariage de Charles fut encore plus désastreux que le premier. Marie-Anne, bien qu'étant plus patiente que Marie-Louise, réalisa rapidement que Charles se détériorait tant physiquement que mentalement. Ses convulsions devinrent plus fréquentes, sa capacité à parler se détériora davantage et il commença à montrer des signes de démence précoce qui le rendaient de plus en plus déconnecté de la réalité. Durant les dernières années de la vie de Charles, Marie-Anne devint encore plus désespérée et contrôlante. Elle commença à voir toute personne qui suggérait que Charles était inapte à gouverner comme un ennemi personnel. Elle renvoya les médecins qui tentaient de donner des diagnostics réalistes, exila les courtisans qui exprimaient des inquiétudes concernant la succession et créa une atmosphère de paranoïa au palais qui empêchait toute discussion honnête sur l'avenir de la dynastie. L'ironie cruelle est que, durant tout ce temps, Marie-Anne croyait sincèrement qu'elle protégeait et servait les meilleurs intérêts de Charles. Dans son esprit déformé par l'obsession maternelle, chaque décision qu'elle prenait était motivée par l'amour et le désir de préserver la dignité de son fils. Elle ne pouvait voir que ses propres actions perpétuaient et aggravaient exactement les problèmes qu'elle essayait de résoudre. Le 1er novembre de l'année 1700, Charles II mourut sans héritier, à l'âge de 39 ans, mettant fin à la dynastie espagnole des Habsbourg et précipitant la guerre de succession d'Espagne qui dévasterait l'Europe pendant plus d'une décennie. Sa mort fut le résultat inévitable de siècles d'endogamie systématique, mais fut aussi l'aboutissement spécifique des décisions obsessionnelles de Marie-Anne d'Autriche. Marie-Anne survécut à Charles de seulement quelques années, mourant en l'année 1706 à l'âge de 71 ans. Ces dernières années furent marquées par l'amertume et la réclusion,
car elle commença finalement à comprendre que sa vie consacrée à protéger Charles avait, en réalité, contribué à détruire à la fois lui et l'empire qu'elle avait tenté de préserver. L'héritage de Maria-Anne d'Autriche est l'un des plus troublants de l'histoire royale européenne. Elle ne fut pas une vilaine malveillante au sens traditionnel. Elle fut une mère obsessionnelle, dont l'amour déformé et le déni de la réalité créèrent l'une des figures les plus tragiques de la monarchie européenne. Son histoire sert d'avertissement sombre sur la façon dont même les intentions les plus aimantes peuvent avoir des conséquences dévastatrices quand elles ne sont pas tempérées par la rationalité et l'honnêteté. La création de Charles II par Marie-Anne d'Autriche représente le point culminant d'une philosophie dynastique qui valorisait la pureté du sang au-dessus de la santé humaine, qui confondait tradition avec sagesse et qui permettait à la superstition de remplacer la science. Le résultat ne fut pas seulement la destruction d'une dynastie, mais la création consciente de souffrances humaines à une échelle qui aurait pu être évitée si la réalité avait été affrontée au lieu d'être niée. Charles II, le roi maudit, fut certainement une victime des circonstances génétiques de sa naissance, mais il fut aussi, et peut-être plus tragiquement, victime de l'amour obsessionnel et possessif d'une mère qui préféra préserver ses illusions plutôt que d'affronter la vérité. Marie, Anne d'Autriche, créa consciemment le roi le plus maudit de l'histoire, non par malveillance, mais par une forme d'amour qui était devenue si déformée et égoïste qu'elle finit par détruire exactement ce qu'elle prétendait protéger.